Cette phrase tirée d'Assassin's Creed 4 peut en effet décrire la situation d'Ubisoft actuellement. Dette, rachat partiel, création d'une filiale de secours. On ne sait pas si Ubisoft pourra un jour sortir la tête de l'eau ou couler, comme Barbe Noire. Mais comment cette entreprise, française qui plus est, qui était autrefois l'une des plus grandes du monde du jeu vidéo, comment a-t-elle pu à ce point sombrer ? Comment l'une de ses licences phares, une des plus prolifiques sagas de notre siècle, a pu s'attirer les foudres de millions de personnes alors qu'elle était à son apogée il y a 10 ans ? Mais d'abord, remontons un peu dans le temps, en 1986. Eux, ce sont les 5 frères Guillemot. Nés en Bretagne, ils décident un jour, animés par une passion grandissante, de créer une entreprise de distribution de jeux vidéo, Ubisoft Entertainment. Et non, le Ubi de Ubisoft ne signifie pas Union des Bretons indépendants, comme beaucoup aiment à le penser, mais bien ubiquité, qui est la capacité d'être présent partout en même temps. Et le soft, qui signifie simplement software. Bref, nos petits français se lancent très bien, puisqu'ils vont collaborer avec des éditeurs comme Electronic Arts, Sierra et Micropose. Ils ont donc distribué des jeux comme Populous, King's Quest ou encore Civilization. Mais en 1992, après 6 années de distribution paisible, ils remarquent qu'ils tenaient entre leurs mains la graine de quelque chose de plus grand encore. Ainsi, en 1992, un jeune développeur français du nom de Michel Ancel, travaillant chez Ubisoft, commence à développer un petit jeu de plateforme en 2D avec un personnage sans bras ni jambes pour faciliter les animations. Utilisant un moteur graphique avancé pour l'époque, permettant des animations fluides et des décors colorés en haute résolution, Ubisoft mise gros sur le jeu qui devient leur premier vrai blockbuster maison. C'est alors que 3 ans plus tard, en 1995, Rayman sort sur PlayStation, Atari Jaguar et MS-DOS. Le jeu est un carton total, notamment sur PlayStation, où il devient l'un des jeux les plus vendus de la console. Et oui, rien que ça. Ce succès permet à Ubisoft de se faire un nom en tant que développeur international et de financer de nouveaux projets ambitieux. Et c'est le début de l'ascension pour nos Français. Après quelques autres jeux, notamment des dérivés de Rayman et même un simulateur de Formule 1, Ubisoft est maintenant très connu à l'échelle internationale et décide de racheter Red Storm Entertainment, ce qui leur donne les droits sur les jeux Tom Clancy's, donc Rainbow Six, et surtout Splinter Cell. Au même moment, ils décident de vraiment s'implanter dans le monde et ouvrent des studios en Chine, en Roumanie, mais le plus important, au Canada, avec Ubisoft Montréal. Et c'est ce studio qui va vraiment tout changer. Dès le début, ils décident de mettre les bouchées doubles et sortent en 2002 Tom Clancy's Splinter Cell. Un énorme succès avec 3 millions de copies vendues la première année et acclamé pour ses graphismes, son ambiance et son gameplay stratégique. Et en 2003, Ubisoft Montréal sort le grand frère d'une des plus grandes licences mais aussi la plus controversée, Prince of Persia, Les Sables du Temps. Ce jeu est un succès critique et commercial. 2 millions de copies vendues en un an et 14 nominations aux BAFTA Game Awards. Ce sont ces 2 jeux qui ont posé les bases de leur domination dans les jeux d'action et d'infiltration pour Ubisoft. Dans ce jeu, on y joue le prince de Perse. C'est alors qu'en 2004, les équipes d'Ubisoft Montréal, en pleine réunion brainstorming, veulent créer un spin-off de leur légendaire saga et l'appeler Prince of Persia Assassin. Mais le PDG, Yves Guillemot, s'y oppose et dit que l'âme de Prince of Persia est qu'on joue le prince de Perse, et pas un vulgaire assassin devant protéger le prince. Il ne le savait pas, mais c'était sans doute la meilleure décision de sa vie. Ou peut-être la pire. Mais les équipes de Montréal, avec Patrick Desilets en directeur créatif, ne se démontent pas, et, ce dernier étant en train de lire un livre sur les croisades et sur un mystérieux ordre des assassins, décide de créer une licence indépendante qu'ils appellent Assassin's Creed, ou le credo des assassins en français. Ils misent beaucoup sur ce jeu, avec un monde ouvert dynamique, un système de parcours et d'acrobatie, un mélange d'histoire et de science-fiction et un moteur de jeu révolutionnaire, l'Anvil Engine, qui permet de grands environnements détaillés. En 2007, la licence qui deviendra culte sort son premier opus. Et c'est un succès.
8 millions d'exemplaires vendus, un univers historique immersif, une direction artistique et des musiques incroyables. Il n'en fallait pas plus pour conquérir le cœur de millions de joueurs. Mais une critique revient souvent, la répétitivité. En voyant les critiques, mais surtout en voyant le succès du jeu, les équipes se remettent immédiatement au travail et décident de quitter complètement le cadre du Moyen-Orient. Ils décident de traverser la Méditerranée et de se rendre en Italie en pleine Renaissance. Ils imaginent alors un jeune Florentin qui deviendra l'un des héros les plus mythiques de l'histoire du jeu vidéo, le légendaire Ezio Auditore da Firenze. On a vraiment la belle vie, petit frère. La meilleure, et puisse-t-elle ne pas changer. Et puisse-t-elle ne pas nous changer. Et c'est ce jeu qui va propulser la licence sur le devant de la scène. Les équipes ont repris tous les points forts du premier jeu, mais en enlevant la répétitivité. Il est même considéré encore par certains comme le meilleur jeu de la licence 15 ans après. Ce joli minois, c'est son seul atout. Fottiti! Là, on rentre dans ce qu'on appelle l'âge d'or d'Ubisoft. Tout leur réussit. L'épisode avec Ezio plaît tellement qu'il décide de faire 2 autres opus et même 2 courts-métrages pour finir son histoire. C'est d'ailleurs au moment de la sortie de Brotherhood qu'ils se rendent compte de l'ampleur que ça prend et qu'ils décident de consulter des historiens pour leur jeu suivant. La trilogie Ezio est très bien accueillie. Tout le monde voit un avenir radieux pour cette licence et pour Ubisoft. Ils enchaînent encore avec AC3, Black Flag, Rogue, Unity, créant entre-temps une nouvelle licence, Watch Dogs. Et c'est à ce moment que Ubisoft va légèrement amorcer son déclin. À la base, Watch Dogs était un jeu très prometteur. Un jour, un employé est entré dans le bureau de Yves Guillemot et a dit « Est-ce que tu voudrais ton propre GTA ?» Évidemment, la réponse ne s'est pas fait attendre. À cette époque, GTA 4 explosait tous les records. Alors le projet Watch Dogs est né. Et à sa sortie, c'est la clim pour les équipes. Le jeu est décevant, notamment des bugs, mais aussi un scénario et un univers mal utilisés. Et 1 an plus tard, Unity enfonce un peu plus le couteau avec un jeu qualifié de injouable à sa sortie. Des bugs d'affichage, un parcours impossible. En effet, la formule de 1 Assassin's Creed par an n'était plus possible. Ubisoft Québec sort tout de même son gros projet l'année d'après, Syndicate. C'était la première fois qu'un Assassin's Creed n'était pas développé en majorité par Montréal. Et le jeu est bien, pas de quoi en dire plus, pas de bugs, un gameplay assez répétitif comme le précédent, mais rien d'alarmant. Cependant, les joueurs avaient déjà perdu confiance en leur studio, et il fait le pire lancement de la licence encore à ce jour. Ubisoft commence déjà à tenir en équilibre, mais ils peuvent encore sortir des jeux. Face à l'échec du précédent et au retard de l'opus, Ashraf Ismail, le directeur de jeu, décide de demander 1 an de développement supplémentaire pour éviter la même erreur que Unity. Ce à quoi Ubisoft accepte, et en 2017, Assassin's Creed Origins sort. C'est un coup de frais pour la licence. Tout est refait et repensé, on voit tout plus grand. Le côté RPG de la licence est enfin pleinement assumé, et la carte est la plus grande jamais proposée. Là, on ne parcourt pas seulement 1 ou 2 villes, mais toute l'Égypte de Cléopâtre. C'est-à-dire que tout ce qui est visible est visitable, du plus petit rocher au lac le plus profond. Et l'atmosphère est grandement améliorée. Les PNJ ont une vie. Si on les suit, ils travaillent, puis partent manger, puis dorment, et ils recommencent avec des fois des dialogues avec d'autres PNJ, mais jamais les mêmes. C'est un vrai monde qui s'offre aux joueurs. Et justement, les joueurs apprécient de nouveau la licence, mais ils continuent de perdre confiance.
car en 2016, un autre jeu a fait son apparition, The Division. Malgré la communication qu'il y a eu derrière The Division, les gens sont déçus par la promesse graphique non tenue et toujours par un sujet mal utilisé. Mais Ubi ne baisse pas les bras, et en 2018 sort Assassin's Creed Odyssey, qui fait un des meilleurs démarrages de la licence. En 2 ans, plus de 10 millions de copies vendues, et il voit encore plus grand, avec une carte encore plus grande et des choix qui influent sur l'histoire et sur certains éléments. Il y a de vrais choix de conversation qui vont influencer le reste de l'aventure. Cependant, il a été légèrement critiqué pour sa trop grande taille. Après ce succès, Ubisoft s'est promis de ne plus jamais faire un jeu par an si ceci n'était pas prêt comme pour Unity. 2 ans plus tard sort Valhalla. Et là, au bout de 3 opus, les joueurs se lassent de nouveau. Les mondes ouverts gigantesques et le RPG répétitif s'essoufflent. On rentre alors dans le déclin d'Ubisoft. Valhalla ne se vend pas assez et en 2021, la sortie de Far Cry 6 vient terminer leurs actions. Ah oui, on n'a pas parlé de Far Cry. Le premier a plu, beaucoup, à sa sortie, puis le 2, et le 3 qui a explosé tous les records et reste encore aujourd'hui gravé dans les mémoires avec son antagoniste iconique. Et à partir du 4, il s'essouffle, encore un gameplay trop répétitif. Et le 6, le dernier en date, vient finir le travail et lasse officiellement les joueurs. On a donc les 2 licences phares d'Ubisoft qui sont au point mort, et les actions chutent terriblement. 3 ans après Assassin's Creed Valhalla, soit la durée la plus longue entre 2 Assassin's Creed, une promesse est faite, celle d'un retour aux sources pour Mirage. Malheureusement, vous le savez sûrement, le retour est raté, et il plonge encore plus le studio dans l'ombre. Un autre jeu, destiné à sauver le studio, fait aussi son apparition. Un jeu tiré d'une des licences les plus cultes et iconiques du cinéma. Un univers d'exploration, de sabres laser, de Jedi. J'ai nommé Star Wars Outlaws. Et encore une fois, un échec monumental. Un lancement raté, une histoire fade, des bugs à n'en plus compter. Et de Star Wars, il n'en a que le nom. Naît alors 2 clans parmi les joueurs. 2 factions opposées, comme les assassins et les templiers. Un même but, mais 2 moyens différents. Certains sont prêts à tout pour sauver leur français préféré et sont convaincus qu'ils peuvent encore accomplir de grandes choses. Et d'autres sont prêts à tout pour les voir sombrer. Leur but commun, sauver le monde du jeu vidéo. On arrive alors à aujourd'hui. Il suffit de se balader sur le TikTok ou l'Instagram d'Ubisoft pour voir les 2 factions bien distinctes. Mais pourtant, tout n'est peut-être pas perdu. Alors que Assassin's Creed Shadows est sans doute le dernier espoir, malgré toutes les critiques, le démarrage est phénoménal. Sauf au Japon. Là, au Japon, c'est perdu. Là, au Japon, il y a plus rien à faire. 3 millions de copies vendues en une semaine, c'est colossal pour la franchise. Et certains avis sont mitigés, mais dans la majorité, les gens disent qu'il est bien. Et il est bien. J'y ai moi-même joué et il est bien. Seul bémol, l'intro. Mais je vous renvoie vers la vidéo de Bongor qui explique très bien pourquoi. On arrive alors à un point où Ubisoft patauge avec les derniers financements qui lui restent, et il crée une filiale détenue à 25% par Tencent et à 75% par eux-mêmes. La promesse est que cette filiale va avoir les droits des 3 licences emblématiques d'Ubi, à savoir Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six. Donc ils se préparent officiellement à mettre la clé sous la porte. Ils envisagent une potentielle faillite et assurent leurs arrières, donc tout n'est pas perdu. Mais avec le lancement d'AC Shadows, est-il possible qu'ils arrivent à s'en sortir ? Est-il possible qu'ils redorent leur blason et ceux de leur licence ? Ah oui, et... c'est la soif d'argent qui les a amenés à toujours faire les mêmes licences sans réelles innovations. Mais c'est aussi le manque d'argent qui leur a appris à devenir humbles et à se sauver d'une certaine faillite, même si elle est encore possible. Alors oui, dans un monde sans or, Ubisoft aurait pu rester l'un des plus grands studios de jeux du monde. Mais peut-être le redeviendra-t-il ? Peut-être retrouveront-ils la fureur qui les animait lorsque le studio a été créé ? Ça, l'avenir nous le dira.